pour l'invitation à parler à ce colloque médical du mardi. Voilà, donc je vous mets un petit quiz, vous lisez rapidement parce que je vais essayer de tenir dans les 20 minutes. Vous avez un de vos patients qui est originaire du nord du Portugal, qui consulte pour des lombalgies chroniques et il vous dit comme ça que son frère vient d'être opéré d'un cancer de l'estomac à l'âge de 46 ans. Les parents sont décédés de causes mal précisées, ses deux sœurs n'ont pas de problème particulier, il n'y a pas de plainte digestive chez le patient. Puis vous vous demandez ce que vous allez faire, est-ce que vous recherchez l'Helicobacter pylori, puisque vous connaissez déjà le facteur de risque. Est-ce que vous l'adressez chez votre collègue gastro-entérologue, alors qu'il ne se plaint de rien? Est-ce que vous demandez une consultation d'oncogénétique, parce qu'il y a un problème familial? Un dosage sanguin de CEA, voilà, vous pouvez réfléchir. Donc le cancer d'estomac, dans le monde, vous voyez qu'il y a des grandes zones. Il y a l'Asie-Pacifique, il y a toute la Fédération de Russie, puis ça déborde un petit peu sur l'Europe. Il y a la Lituanie, puis vous voyez la Turquie en bas. Et puis, bien sûr, il y a la partie ouest de l'Amérique du Sud, qui est donc à haut risque. Donc, on a une incidence standardisée, un taux d'incidence standardisé dans ces pays-là qui est, même pour certains, supérieur à 20 pour 100 000, et en tout cas supérieur à 11 pour 100 000, pour ce que vous voyez ici. Plus près de chez nous, vous voyez, ce pays-là, quand on connaît beaucoup de patients qui sont nés là-bas, qui est concerné aussi par cette haute incidence. Rapidement, dans le monde, effectivement, ce n'est que le 5e cancer, 5,6% des décès par cancer dans le monde, 5,6% par contre de l'incidence et presque 8% des décès par cancer. Et en Europe, ce n'est plus que 3% des décès par des cancers, et 5% des décès par cancer. Alors, je ne vais pas détailler, on pourra y revenir. Les prédictions 2035, on sait qu'on a une diminution d'incidence dans les pays européens, une augmentation d'incidence dans les pays asiatiques due au vieillissement de leur population, très atteinte. En Suisse, finalement, les statistiques, ce n'est pas aussi simple que ça. Peut-être qu'on a une stabilité, voire une petite augmentation. On reste un pays de basse incidence avec moins de 10 pour 100 000 d'incidence standardisée sur l'âge. Alors, en Suisse, c'est assez simple à retenir. Il y a 1000 nouveaux cancers d'estomac par an. La moitié sont diagnostiqués avant 75 ans. Dans les 3 dernières décennies, on a une diminution de l'incidence, on a une diminution de la mortalité, 40 et 60%, mais vous voyez qu'on n'est pas très content parce que finalement la survie à 5 ans, elle n'est que de 38%. Donc c'est un cancer, finalement, il n'y a pas de dépistage organisé en population. Est-ce qu'il y a une place pour un dépistage ciblé pour éviter d'avoir d'aussi mauvais résultats finalement sur la survie? Alors, si vous attendez les symptômes pour diagnostiquer le cancer, les symptômes classiques de dyspepsie, nausée, douleur épigastrique, vomissement, puis des symptômes plus inquiétants, l'anorexie, l'amaigrissement, l'asthénie, vous allez faire un diagnostic tardif de cancer invasif par OGD. Dans le meilleur des cas, c'est le chirurgien qui va pouvoir prendre en charge le patient, et puis souvent, c'est l'oncologue qui va prendre en charge finalement. Parce que le cancer au début et les lésions prénéoplasiques sont complètement asymptomatiques. Alors, voilà ce que vous allez diagnostiquer. Si vous diagnostiquez sur les symptômes, vous avez un cancer déjà évolué. Alors, quand on parle de cancer d'estomac, on parle d'adénocarcinome gastrique, distal ou non cardia. Et le plus souvent, du niveau histologique, il est de type intestinal, 95% des cas. Alors, il y a un cancer de type diffus, je ne vais pas en parler dans l'exposé, mais vous pouvez poser des questions éventuellement, qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à dépister. Sachant que les cancers de la jonction œsogastrique ont des caractéristiques différentes moléculaires, les facteurs de risque sont différents, et au niveau épidémiologique, ils sont souvent classés avec les cancers de l'œsophage. Et 75 à 90% des cancers sont liés à Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, vous voyez, je ne vais pas détailler la carte du monde, vous voyez qu'on recouvre à peu près les zones qu'on a vues tout à l'heure pour le cancer de l'estomac. Bon, l'Helicobacter pylori s'attrape dans l'enfance, dans la petite enfance. Les enfants plus âgés et les adultes n'éliminent pas la bactérie. La réinfection, par contre, une fois qu'on l'a traitée, est très peu fréquente, 0,5-1% par an. Et il n'y a pas de relation Helicobacter pylori avec dyspepsie. Vous avez des patients dyspeptiques, vous en avez beaucoup, c'est un motif de consultation très fréquente. La plupart du temps, il n'y a pas d'origine organique pour expliquer les signes dyspeptiques. Et à l'inverse, l'infection par Helicobacter pylori ne donne quasiment pas de dyspepsie. Il faut traiter 7 patients qui sont infectés par l'Helicobacter pylori et qui ont des signes dyspeptiques pour faire disparaître les symptômes. Donc il y a une relation très faible entre les deux. Donc globalement, l'infection est asymptomatique. Par contre, ce qu'on sait depuis maintenant 30 ans, c'est qu'il y a cette cascade de choréa. Vous voyez ici, je ne sais pas si je suis avec cette flèche. Si on parle d'une muqueuse normale en 20 ans, avec une infection par l'Helicobacter pylori, on va avoir une gastrite chronique,
puis une gastrite chronique atrophique, puis de la métaplasie intestinale et de la dysplasie, avec un risque d'évolution vers le cancer à chaque fois qui devient de plus en plus important. Si on éradique l'Helicobacter pylori jusqu'ici, on va avoir une régression des lésions, puis à partir de là, les lésions vont continuer à évoluer. Donc c'est pas, même si on a éradiqué l'hélicobactère, il faudra poursuivre la surveillance si on est à ce stade-là. Alors comment on peut éviter un traitement tardif? On va dire qu'il faut traiter les lésions prénéoplasiques et les cancers au début. Vous savez qu'en endoscopie interventionnelle, maintenant on fait pour ces lésions superficielles de l'estomac des techniques de dissection sous-muqueuse. Voilà, on marque la lésion, on dissèque dessous, autour, puis dessous, et puis on envoie en bloc la pièce. Vous voyez cette patiente portugaise qui avait une dyspepsie de longue date, c'est pour ça qu'elle avait l'endoscopie. Son gastro-entérologue avait diagnostiqué une lésion en dysplasie de bas grade et nous l'adresse pour réséquer cette lésion visible en dysplasie de bas grade. Vous voyez que c'est très discret, il faut prendre un zoom, il faut bien regarder, il faut colorer pour dépister ce type de lésion. Il y a une petite ulcération superficielle, on va la marquer, c'est ce qu'on fait dans le service régulièrement. On dissèque autour, on dissèque dessous, on enlève la pièce et on envoie la pièce à l'entomopathologie. Résultat, c'est bien parce que c'est une atrophie sévère, une de la métaplasie intestinale, effectivement de la dysplasie de bas grade, mais aussi de haut grade et même de l'adénocarcinome intramuqueux. Comme les marges latérales sont saines, il n'y a pas de dysplasie ni d'adénocarcinome, uniquement de la métaplasie intestinale, le traitement est efficace en endoscopie. On va te surveiller à 3 mois, on va faire des surveillances à 3 mois, puis annuelles. Le risque de cancer métachrone est très élevé, mais on sait dans des services experts comme celui-là au Japon, que même si le cancer métachrone va jusqu'à 22%, on peut réséquer ces lésions en bloc, dans presque 100% des cas, et la survie sans récidive est similaire à celle d'une intervention chirurgicale. Donc c'est très intéressant, on est très content de faire ce type de traitement. Et puis il faut effectivement en plus éradiquer l'Helicobacter pylori, parce que si on laisse l'Helicobacter pylori, vous voyez cette étude du New England de 2018, fait également en Asie, que le risque d'avoir un cancer est multiplié par 2. Donc il faut éradiquer l'Helicobacter pylori. C'est une recommandation forte quand on a réséqué. Alors est-ce qu'on est content de ce traitement? Oui, on devrait être content, mais à Genève, il y a 259 nouveaux cancers d'estomac chaque année. Et nous, en fait, les lésions superficielles, on en réséque 4 par an de l'estomac. Donc ce n'est pas nous qui allons modifier la prise en charge des lésions au début. Je vous rassure, on fait d'autres dissections sur l'œsophage de Barrett, sur le côlon, donc c'est une activité régulière, mais pour l'estomac, c'est tout ce qu'on a parce que c'est tout ce qu'on nous adresse finalement. Alors, est-ce que c'est un problème au niveau de notre problème au niveau de la formation des gastro-entérologues finalement? Est-ce qu'on ne sait pas reconnaître les lésions prénéoplasiques et les cancers au début dans de la gastroscopie? On sait même c'est difficile même dans les équipes asiatiques entraînées, le risque de cancer d'intervalle, c'est-à-dire qu'ils font dans leur population des OGD régulières, il y a 25 à 40% de cancers d'intervalle, c'est-à-dire des cancers superficiels qui n'ont pas été vus avant. Et si on reprend les images, parce que dans toutes les images, on le voit, 5 ans avant, on voit déjà la lésion. Alors c'est des lésions très discrètes, hein, vous voyez. Donc des critères de qualité existent pour l'OGD, on essaye de former nos élèves sur ces critères de qualité. Bien sûr, le temps d'examen reporté sur le compte rendu, sachant que si on veut bien examiner l'estomac, il faut plus de 7 minutes d'examen. C'est-à-dire une très bonne sédation et prolongée. C'est long, 7 minutes, il faut regarder. Faire toutes les photos des différentes localisations, utiliser une terminologie standardisée et identifier les patients à risque de cancer de l'estomac. Puis on a un protocole de biopsie à faire. Voilà, actuellement on en est là. Ça, c'est les lésions, ce qu'on voit en standard et puis ce qu'on voit si on zoome et qu'on fait des colorations virtuelles, ce qu'on appelle narrowband imaging, c'est une lumière bleue au lieu d'une lumière blanche. Voilà l'aspect typique de métaplasie intestinale, par exemple ici. Voilà, ici, l'aspect typique de métaplasie intestinale. Et on cherche à détecter l'atrophie et la métaplasie intestinale, qui sont les lésions prénéoplasiques. Alors, mon chef, là, Jean-Pierre Jouy-Frossard, me dit, ben non, finalement, c'est l'intelligence artificielle qui va supplémenter tout ça, c'est pas la peine, finalement, qu'on se pose la question. Effectivement, on a des études, pas pour les lésions prénéoplasiques, mais pour les cancers au début, le early cancer, vous voyez ici. L'endoscopiste l'a vu, l'intelligence artificielle aussi. Dans cette étude récente, l'intelligence artificielle fait mieux, va plus vite et détecte plus de lésions. Par contre, il y a plus de faux négatifs. Donc peut-être effectivement que c'est l'avenir, qu'on se casse la tête pour rien. On a des recommandations précises pour nous de la Société européenne d'endoscopie digestive. Vous voyez que la société portugaise a une très grande importance dans l'élaboration de ces recommandations, parce qu'en Europe, c'est les plus concernés. Alors, je ne vais pas vous détailler cet art, mais en gros, si on a des biopsies qui montrent
une lésion et de l'hélicobacter pylori, on va éradiquer l'hélicobacter, et si on a de la dysplasie, on nous envoie le patient. Si on a une lésion visible, on l'enlève. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'autre arbre important, si on détecte une lésion prénéoplasique comme de la gastrite atrophique ou de la métaplasie intestinale, il y a un élément important, c'est un peu l'objet de cette présentation et le message, on voit l'anamnèse familiale. Est-ce qu'il y a des cancers gastriques dans la famille? Vous voyez qu'ici, si on a juste de la métaplasie intestinale ou dans l'antre ou dans le corps, et qu'on a une anamnèse familiale positive, on va surveiller le patient. S'il n'y a pas d'anamnèse familiale, on ne surveille pas le patient. Si on a de l'atrophie ou de la métaplasie intestinale dans le corps et dans l'antre, et que l'anamnèse familiale est positive, on va augmenter la fréquence de la surveillance. Donc c'est vraiment un élément très important, cette notion de cancer gastrique dans la famille et chez les apparentés au premier degré. Et là, c'est là où est votre rôle. Quel patient finalement vous allez référer à l'oncogénéticien ou au gastro-entérologue? Je vous redonne les facteurs de risque, donc l'hélicobacter pylori. La génétique, ça ne va concerner que 10% des patients. Les antécédents familiaux, c'est très important. L'origine ethnique et le lieu de naissance, comme vous avez vu, est fondamental. Vous avez des causes classiques, comme la gastrite atrophique, le Birmer, les antécédents personnels de gastrectomie, les consommations, tout ce qui est facteur de risque alimentaire. Je crois qu'il faut plus insister sur les antécédents du haut. Alors bien sûr, si vous avez une mutation connue, CDH1, Lynch, il n'y a pas de problème. Le patient est suivi en oncogénétique, il est déjà connu. Si une mutation génétique est connue chez un apparenté, vient d'être diagnostiqué, vous avez intérêt à demander conseil également à l'oncogénétique. Bien sûr, si vous avez plusieurs cancers qui surviennent à un âge jeune chez les apparentés, vous allez également en parler à l'oncogénéticien. Là, c'est des cas qu'on discute en fait de façon mensuelle, on discute avec les oncogénéticiens des cas de cancers digestifs, et y compris les cancers gastriques. Par exemple, ici, vous avez ce patient de 62 ans. Il a eu une OGD en 2015, il y avait une métaplasie intestinale antrale, et puis lui, il vient parce que son père est décédé d'un cancer de l'estomac. Vous voyez ici, à 47 ans, il a été diagnostiqué à 45 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il n'y aura pas d'analyse moléculaire, il n'y a pas de facteur de risque reconnu. Par contre, on va lui proposer, d'après l'arbre précédent, une surveillance par OGD pour les 3 ans. Ses deux sœurs de 52 et 54 ans, on va leur proposer un dépistage par OGD avec les biopsies, avec recherche d'Helicobacter pylori. Son fils de 19 ans va lui recommander de faire un bref test et de rechercher l'infection par l'Helicobacter pylori. On ne fera pas d'OGD s'il n'a pas d'infection. Ce deuxième cas, vous voyez, 43 ans, gastrite chronique en 2021, liée à l'HP, éradiquée, il n'y a pas d'atrophie ni de métaplasie intestinale. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est là, c'est le proposant ici. Le père, donc cancer de l'estomac, 59 ans, c'est pour ça que le patient consulte. Pas d'analyse moléculaire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas suffisamment de patients atteints. Lui, il n'aura pas de surveillance, il n'y a plus de facteur de risque. Par contre, sa sœur, on l'a dépistée, on proposera un dépistage par OGD, des lésions et de l'Helicobacter pylori. Le fils de 12 ans, on ne va pas l'embêter jusqu'à 18 ans, on fera un test de recherche d'infection d'Helicobacter pylori à 18 ans. Les deux familles, là, c'est des familles nées au Portugal. Hein, c'est manifestement tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Vous voyez ici le risque avec une personne atteinte dans s'apparenter au premier degré. Par exemple, en Italie, le risque est multiplié par 2. Ici, en Turquie, le risque est multiplié par 10. Là, en Corée, le risque multiplié par 10. Donc, un cancer gastrique chez un apparenté au premier degré, c'est un risque multiplié de 2 à 10. C'est un des messages. Ça, c'est les recommandations françaises chez les sujets asymptomatiques de moins de 40 ou 45 ans. Là, toutes les recommandations diffèrent. On va de 40 à 50 ans, avec un apparenté au premier degré qui atteint le cancer gastrique. Donc les patients les plus jeunes, une sérologie ou un test respiratoire. Nous, on préfère le test respiratoire à la recherche d'Helicobacter pylori. Et puis on fera une OGD si c'est positif. Plus de 40-45 ans, on fait directement l'OGD. Pourquoi? Parce que l'Helicobacter pylori va disparaître avec le temps. On peut éventuellement faire la sérologie, mais ce n'est pas très fiable. Et de toute façon, si le patient a créé ses lésions, gastrite atrophique, métaplasie, il faudra le dépister par l'OGD. Donc au-dessus de 40-45 ans, c'est OGD directement. Vous voyez ici que les apparentés au premier degré, un M de pathologie gastrique, c'est les études asiatiques. Si on éradique l'Helicobacter pylori, ça c'était éradiqué entre 2004 et 2011, à 9 ans, le risque de survenue de cancer gastrique est
Pour ceux qui ont été éradiqués de 0,8, pour le groupe de l'infection persistante, 2,9. Donc on a une très nette efficacité. Sur la prévention, c'est la première cause finalement infectieuse de cancer, l'Helicobacter pylori, avant l'hépatite. Alors est-ce qu'il faut faire un dépistage en population? Les pays à haute incidence, le Japon, la Corée du Sud, le font. Leurs populations de 40-80 ans sont dépistées par endoscopie annuelle ou tous les 2 ans. Les lésions on cherche des lésions résécables par endoscopie, par dissection sous-muqueuse. Et on a même une étude montrant une diminution de la mortalité par cancer gastrique de 40%. Donc au plus ce dépistage est efficace. Donc on parle d'incidence standardisée sur l'âge de plus de 20 pour 100 000. Les pays à faible incidence, comme le nôtre, le dépistage endoscopique n'est pas recommandé. Mais vous voyez cette étude états-unienne, si on considère les immigrants qui viennent de régions à haute incidence, c'est des patients qui vivent aux États-Unis, vous avez là tout type de patients, c'est marqué toute race, je n'aime pas trop ce terme. Les patients blancs, non hispaniques, on est en dessous de 10 pour 100 000, on est à basse incidence. Puis là, on commence hispanique, patients issus de l'Asie-Pacifique, c'est pour les hommes là, en jaune, doré et en bleu pour les dames. Au-dessus de 20 pour 100 000, on est ici pour les Japonais, pour les Coréens, donc ils sont nés au Japon ou en Corée. Et chez eux, les collègues états-uniens se posent la question de faire également un dépistage ciblé finalement, et pas de les considérer comme les autres patients. Alors les pays d'incidence intermédiaire, comme le Portugal par exemple, vous voyez cette étude co-efficacité, est-ce qu'il faut faire, pas de dépistage finalement, un dépistage par endoscopie haute, par gastroscopie tous les 5 ans, un screening par le pepsinogène, oui j'ai pas repris sur la diapositive précédente, il y a de la sérologie du pepsinogène 1 et 2 avec un ratio qui est très utilisé en Asie, qui serait corrélé à la gastrite chronique atrophique et à la métaplasie, mais qui n'a pas été validé en Europe et qui n'est pas utilisé en Europe. Et puis, peut-être la meilleure solution au niveau coût-efficacité serait de grouper la gastroscopie avec le dépistage de la coloscopie. Et là, il y aura un bon coût-efficacité peut-être pour des pays avec une incidence intermédiaire. Et ça concernerait en Europe des pays qui ont une incidence entre 10 et 20 pour 100 000. Vous les avez ici. Albanie, Bélarus, Macédoine, Russie, Ukraine, Estonie. Je ne vais pas les détailler, bien sûr, le Portugal, Moldavie. Si vous avez des patients originaires de ces pays, pensez qu'ils sont à risque intermédiaire de cancer gastrique. Est-ce que finalement il faut éradiquer l'Helicobacter pylori? Ça serait plus simple, on dépiste tout le monde, on éradique le test and treat. Alors là vous avez cette étude qui vient de Taïwan, qui a considéré ces populations soit au risque de cancer gastrique avec une infection Helicobacter à plus de 40%, risque intermédiaire avec le même taux d'Helicobacter, 40%, faible risque de cancer gastrique mais haut risque d'avoir une infection d'Helicobacter pylori, 70%, et faible risque pour les deux. Finalement, au niveau coût-efficacité, on a les populations donc A et B, haut risque et risque intermédiaire, qui pourraient bénéficier de cette attitude test and treat. Là, c'est 1000 sujets avec et sans intervention. Et ici, c'est donc les deux populations. C'est une recommandation. Donc, on peut faire test and treat sur des populations à risque intermédiaire et haut. Voilà, ça ne nous concerne pas. Donc les points forts de cette présentation, ici nous n'avons pas de dépistage organisé en population, bien sûr. Le dépistage par OGD n'est pas recommandé dans la population. Le dépistage et le traitement de l'Helicobacter pylori non plus n'est pas recommandé. Par contre, chez vos patients, regardez bien les facteurs de risque individuels. Alors, y compris et surtout, je dirais, quand il n'y a pas de symptomatologie clinique. Parce que ce n'est pas le problème. Le dyspeptique, vous allez lui poser la question. Mais posez la question au patient. Alors bien sûr, s'il y a des lésions gastriques précancéreuses connues du gastro-entérologue, il faut s'assurer que la surveillance par OGD est bien réalisée. Et si possible, nous, ça c'est notre rôle, que les gastro-entérologues le font avec des critères de qualité, que les biopsies sont bien faites. Si une mutation génétique est connue ou suspectée, plusieurs cancers gastriques ou cancers associés, cancer du sein en particulier, n'hésitez pas à demander un avis en oncogénétique. Et puis le patient, s'il n'a pas eu d'OGD et que le facteur de risque est avéré, il faut lui faire l'OGD avant parce que de toute façon, on ne va pas avoir le résultat des analyses moléculaires immédiatement. Et si vous avez des lésions, il rentrera au moins dans la surveillance habituelle. Et interroger pour les populations, est-ce qu'il y a un cancer gastrique chez un apparenté au premier degré? Et vous avez vu que si c'est le cas, à plus de 40 ans ou moins de 10 ans dans le cas index, bien sûr, si le cas index a été atteint à 40 ans, il faut commencer à 30 ans, il faut faire un dépistage par OGD.
et en fonction de ça, poursuivre ou non la surveillance. Pour les patients les plus jeunes, recherchez l'HP par test respiratoire, plus ou moins une consultation d'oncogénétique si vous avez un doute. Et soyez vigilants chez les patients qui viennent de ces zones, ici, en bleu foncé, donc y compris la petite zone. À Genève, il y a 19 000 patients de nationalité portugaise. Alors ça représente une petite partie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus de nationalité, qui ont une nationalité suisse aussi. Pensez-y. Voilà, donc je vous remets le quiz. Alors, pour 1, qu'est-ce qui fait 1 2 Ouais, c'est bon, il y a 5 personnes qui ont juste. Bah oui, parce que là, finalement, dans 43 ans, et son frère a eu le cancer à 46 ans. Donc il faudrait le dépister par OGD, théoriquement à partir de 36 ans, faire un dépistage par OGD. Il se plaint de rien, mais il n'y a pas de lombalgie. D'accord. Consultation d'oncogénétique, il faudra en discuter éventuellement s'il y a déjà un cancer chez lui, par exemple, mais là, on n'a pas encore fait l'OGD. L'Helicobacter pylori, non, il n'a plus l'âge et le CEA n'a pas d'intérêt. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Sarmac, notre interne qui m'a aidé pour cette présentation, Léon Finchy, notre interne aussi,